Bom dia, nós vamos começar mais um evento aqui do Programa de Engenharia de Produção da COP, do Clube da Economia da Funcionalidade e da Cooperação do Rio de Janeiro, com o apoio da FAPERJ, o edital 16 de 2019, que é o Programa de Apoio à Organização de Eventos Científicos, Tecnológicos e de Inovação no Rio de Janeiro. Nós vamos debater hoje o métier do comercial, um métier fundamental para a trajetória e transformação do modelo econômico das empresas, no sentido da economia da funcionalidade da cooperação e para a constituição, então, dos ecossistemas cooperativos. Para conversar com a gente sobre essa transformação da área comercial das empresas, nós vamos estar recebendo o empresário Julian Costa, da gráfica Flex Inc., e os pesquisadores Sandro de Gasparrot e Romain Demissy, do laboratório Artemis, da França, Paris. Eu vou passar, então, a palavra para o Sandro, que vai fazer uma introdução. Merci beaucoup, Chico, pour l'invitation. Merci, Amanda, pour cette invitation, pour cette nouvelle rencontre qui nous permet de poursuivre nos échanges qu'on a déjà entamés depuis quelques semaines et depuis quelques mois même, à partir de nos expériences croisées. Donc, effectivement, ce soir, l'idée, c'est d'aborder la question des évolutions de métiers avec un focus tout particulier sur le métier du commercial. Mais je souhaiterais peut-être introduire un tout petit peu comment on en est venu, en fait, à poser cette question et à monter aussi des dispositifs un peu originaux dans le cadre des accompagnements vers des trajectoires d'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Il faut peut-être repartir du fait que l'économie de la fonctionnalité de la coopération, en particulier à travers l'enjeu de la coopération, pose avant tout l'enjeu du travail. Et il est très important pour nous de construire ce concept de travail et de centralité du travail dans la dynamique économique, avec toutes les questions qu'on a déjà discutées de la reconnaissance du travail réel, avec les enjeux de compréhension réciproque du travail pour construire des conditions de la coopération. Porter la question du travail est très importante parce que c'est à partir de là où se construit une critique de la division technique du travail introduite par l'organisation scientifique du travail, par le taylorisme et toute cette tradition industrielle d'organisation de la production, pour montrer le caractère universel du travail. Et derrière le travail, l'ergonomie de l'activité, mais aussi l'enjeu de l'activité comme enjeu existentiel. Et donc, on insiste beaucoup sur cette dimension de l'universel de la question du travail et de la centralité du travail, qui permet de construire une nouvelle approche économique au regard de l'activité des personnes. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel et depuis très longtemps, c'est présent dans l'accompagnement, dans des dimensions conceptuelles, dans les méthodologies d'accompagnement également des dirigeants et des entreprises. Or, plus récemment, on a été amené à revenir à la question du métier, des métiers et des compétences, avec la question en fait de comment la trajectoire EFC, comment l'entreprise qui s'engage dans une évolution de son modèle économique, dans une perspective de développement durable, d'activité servicielle, de valorisation servicielle du travail, comment cette trajectoire déplace les repères professionnels dans les métiers tels qu'ils se sont historiquement constitués dans l'héritage et dans cette histoire en fait industrielle de la division du travail. Alors la question, c'est important de le noter parce qu'en fait la question, elle n'est pas vraiment venue directement d'un travail théorique ou conceptuel, mais comme souvent c'est le cas, c'est venu en fait du rapport au réel, de notre propre réel de l'accompagnement et de l'expérience aussi des dirigeants qu'on accompagne. Et donc, c'est à l'occasion, en fait, de plusieurs discussions avec des collectifs de dirigeants où on s'est rendu compte, en fait, que le déplacement du modèle économique offre d'une nouvelle orientation dans la proposition de valeur et derrière aussi dans des formes d'organisation,
ça mettait en difficulté des salariés, des professionnels à l'intérieur de l'entreprise. Hein. Avec une première réaction un peu classique qui consiste à dire que si les salariés ont du mal, c'est qu'ils n'ont pas les compétences, c'est qu'ils n'arrivent pas à suivre, ou alors c'est que, encore pire, qu'ils résistent au changement. Ça, c'est un peu comme ça un vieux lot de dirigeants de ne jamais avoir des salariés à la hauteur de leurs ambitions et donc des salariés qui ont toujours du mal à suivre. Ce qui nous a semblé important, c'est de revenir à la question du métier et de considérer que si les professionnels, si les salariés, à un moment, peuvent se retrouver en difficulté dans leur capacité à accompagner le processus, ce n'est pas quelque chose qui relève de leur propre responsabilité ou de leur faute ou de leur difficulté personnelle, mais ça relève bien du fait que le déplacement des repères économiques et organisationnels qui sous-tendent aussi ou qui reposent sur ce nouveau modèle économique déplace les repères professionnels. Et donc, la construction d'un périmètre de compétences, de savoir-faire, de règles de métier, d'outils de travail tels qu'ils se constituent dans chacun des métiers, se trouve interpellé et parfois même bousculé par la nouvelle orientation économique. Et donc, c'est à partir de là où on a décidé, en fait, en coopération avec le Club Noé, qui est le club EFC qui se situe dans les Hauts-de-France, avec Romain, on a proposé la constitution d'un nouveau dispositif d'accompagnement, qui est un dispositif qu'on a appelé groupe de professionnalisation. On en a proposé deux autour des deux métiers qui nous semblaient les plus interpellés ou sur lesquels il y avait une certaine priorité à proposer ce type de réflexion, les métiers du commercial et les métiers du management, hein, qui sont les plus bousculés. D'un côté, dans le rapport à la relation client et donc à la perspective de nouvelles propositions de valeur et de la gestion de la relation client, et de l'autre, du côté du management, c'est plutôt les enjeux de rapport au travail, d'organisation du travail, de pilotage des systèmes de travail. On a un programme aussi d'ouvrir ces espaces à d'autres métiers qui nous semblent particulièrement touchés, en fait, autour des métiers de l'ingénierie, les métiers de la gestion, du contrôle de gestion et de la finance. Voilà, d'autres métiers, en fait, qui sont aussi touchés. Mais là, pour l'instant, on a commencé ce travail depuis 3 ans avec la constitution de collectifs de pairs, donc de personnes de métier, donc des commerciaux et des managers. Là, on va plutôt parler du groupe commerciaux. Donc, c'est un groupe de commerciaux issus de plusieurs entreprises qui se sont engagés dans une trajectoire EFC. Et l'objectif, évidemment, ce n'est pas que nous venions expliquer à des commerciaux comment ils doivent travailler, parce que nous-mêmes, on n'a pas encore les clés de ce que serait un nouveau métier du commercial dans une perspective EFC, mais c'est plutôt toujours dans cette dynamique d'accompagnement, d'expérimentation, de retour d'expérience, de réflexivité, d'ouvrir un espace de réflexion collective pour comprendre comment la trajectoire EFC transforme les métiers des commerciaux et comment les commerciaux déjà se saisissent en fait de nouvelles dimensions du rapport à leur travail, à la dimension économique, et donc comment ils inventent des nouvelles pratiques, ou parfois comment on peut révéler aussi des pratiques qui étaient déjà à l'œuvre précédemment, mais pas reconnues, en dessous en fait du seuil de l'iceberg en fait qui masque tout ce qui se joue dans le travail réel, et de voir comment l'orientation EFC permet de mieux faire valoir, de mieux reconnaître tout un tas d'activités qui déjà étaient réalisées, mais sans être valorisées, sans être reconnues, ou alors comment cette perspective ouvre aussi à de nouvelles façons de faire dans la relation client, dans l'accompagnement de l'entreprise, dans la manière de proposer une offre et une proposition de valeur d'une manière plus servicielle. Et donc l'idée effectivement de ce soir, en fait, c'était d'avoir une présentation en fait de l'avancée, de l'état de l'art, on peut dire, de cette nouvelle figure du commercial telle qu'elle se dessine à travers ce groupe et à travers aussi l'expérience des personnes qui le composent. Et donc c'est pour cela qu'on a proposé à Julien Dacosta
qui est dirigeant de FlexSync, donc que vous connaissez déjà parce qu'il est déjà intervenu dans le club, dans une autre émission. Mais là, c'était de se focaliser un tout petit peu plus sur son expérience de commercial, d'autant plus qu'il nous accompagne dans ce groupe depuis la création. C'est un des piliers importants de ce groupe et qui nous aide aussi beaucoup avec les novices et ceux qui démarrent parce qu'il a eu beaucoup de réflexions sur son propre métier. Et il nous a semblé intéressant parce que Julien, il est à la fois un ancien commercial, c'est quelqu'un qui a une formation initiale de commercial et qui a travaillé aussi pendant de nombreuses années, comme il nous le dira, dans une entreprise, dans un mode commercial, on peut dire classique, avec des guillemets, et en même temps qui, depuis plusieurs années déjà, est parmi les personnes qui sont les plus avancées dans l'expérimentation, dans la recherche de nouvelles façons de faire, en tant que dirigeant dans le pilotage de l'entreprise, mais aussi en tant que métier du commercial, dans la manière de construire une nouvelle relation avec le client. Et puis évidemment, l'idée c'est de co-animer cela avec Romain pour mettre un peu en perspective l'expérience et les nouvelles pratiques que va exposer Julien, voilà, d'une manière un peu plus théorique et peut-être en faisant le lien avec les grands enjeux de l'économie, de la fonctionnalité, de la coopération. Donc peut-être pour démarrer, ça peut être intéressant du coup Julien de te passer la parole. Ça serait intéressant du coup d'avoir un peu ton point de vue sur un peu les limites que tu as rencontrées, les limites et les impasses dans le modèle du métier du commercial dans une entreprise classique, hein, un peu de cette logique industrielle. Quelles sont ces limites, comment tu les as perçues et qu'est-ce qui t'a conduit du coup à rechercher une autre manière de penser la relation client et la manière de proposer un service à un client. Merci Sandro. D'abord, je vais profiter de l'occasion pour vous saluer tous. Je suis ravi d'être avec vous une fois de plus ce soir. C'est vraiment un plaisir. Je rebondis du coup, Sandro, sur ce que tu disais avec une particularité, c'était que moi, en tant que dirigeant et commercial, je ne pouvais pas dire que c'était de la résistance au changement quand je faisais des expérimentations, puisque je voulais absolument changer, c'est juste que c'était un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué que ça. Effectivement, pour rebondir sur ce que tu dis, tu parlais tout à l'heure de déplacement de repères professionnels. Et là, il y a vraiment une phrase clé sur tout le parcours qu'on a fait chez FlexSync. En fait, c'est l'occasion de revenir à ce que c'est le métier de commercial tel que je l'ai connu quand j'étais dans le modèle traditionnel. Il y a toute une partie du job qui consiste à aller chez le client et à lui vendre ou à lui pousser un certain nombre d'offres qu'on a à disposition dans l'atelier. C'est-à-dire qu'il y a des standards qui existent, le client les connaît et en fait, on a un rôle qui est d'aller le faire signer. C'était un peu ça, hein, c'est d'aller chercher le maximum de clients, de les faire signer, de revenir avec les bons de commande à l'imprimerie et puis de le transmettre à l'atelier. Une fois qu'on a fait ça, on a quasiment terminé le travail. On voit quasiment plus ce qui se passe pendant la production. Et puis, éventuellement, on revient à la fin si le client n'a pas payé. C'est-à-dire que, ou s'il y a un litige. Alors, dans ce cas-là, on fait appel au commercial pour renouer la relation. Et c'est un peu sur ce schéma-là qu'on a démarré avec FlexSync, c'est-à-dire avec la proposition qu'on avait qui était des crédits d'impression, où en fait j'avais à la fois moi en tant que commercial, mais aussi ma plateforme Internet qui jouait un peu ce rôle de commercial, où on s'est dit, on va préparer une solution toute prête qui va pouvoir servir à tous nos clients. Donc, dans la théorie, en fait, elle fonctionne très bien. On peut la vendre à tout le monde. Et puisqu'on peut la vendre à tout le monde, alors du coup, on peut mettre un commercial sur la route ou on peut mettre une plateforme web qui joue le rôle de commercial et les clients vont se débrouiller tout seuls. En répétant ce schéma-là, de dire le plus compliqué, c'est la vente. Une fois que la vente est terminée, c'est de la production, c'est d'autres problèmes.
Eh bien, ça ne fonctionne pas du tout. C'est très compliqué à faire fonctionner puisque dans une logique de plus économie de la fonctionnalité et de la coopération, il y a quelque chose qui change, c'est que plutôt que de vendre un produit, on va essayer d'atteindre un but. Sandro Romain parlait souvent au début d'atteindre une performance. Et en fait, les produits ou les services qu'on va mobiliser ne sont pas forcément prévus à l'avance. Et si jamais on peut avoir prévu des services de base, ils sont vivants. Enfin, il y a quelque chose de plus vivant dans la relation. Et donc, le métier de commercial change fondamentalement. Tu veux que je rentre, Sandro, plus dans le détail ou tu veux intervenir Donc, il y a une… Qu'est-ce qui change exactement? Je vais prendre du coup le cas de Flexing. Quand on va chez un client, en fait, il y a une première partie du travail qui consiste à lui dire, voilà, on a deux objectifs, réduire le gâchis de documents imprimés pour Flexing et augmenter la valeur de communication des documents. Et en fait, c'est une première discussion avec le client qui va permettre de comprendre quels outils on va pouvoir mobiliser. Plutôt que d'avoir un service qu'on va vendre, il y a une première partie du travail de commercial qui va consister à dire, tiens, où est-ce que se situe mon client par rapport aux objectifs qu'on veut poursuivre? Et en fonction de ça, quels outils je mobilise pour l'accompagner? Je vais prendre deux exemples pour essayer d'illustrer ça, être plus clair. Il se peut qu'il y ait des clients qui, par exemple, feraient partie du club Noé ou d'un club économie de la fonctionnalité, de la coopération, qui sont du coup un peu formés, qui ont déjà entendu parler de FC et qui ont quelques concepts en tête. Et donc, avec ces clients-là, c'est assez facile de dire, bon, eh ben, on est d'accord sur les objectifs, je vais te proposer une facturation un peu différente, je vais te proposer un devis un peu différent, et puis potentiellement, dis-moi combien tu veux dépenser, et avec ça, on va pouvoir commencer à travailler. Je vais regarder quels sont les outils que je mobilise. Donc, je pourrais peut-être revenir en détail après sur ces fameux outils. Et puis, il y a d'autres clients qui, eux, en fait, n'ont jamais forcément entendu parler d'économie de la fonctionnalité de la coopération, qui peut-être ont vu que Flexink était une imprimerie responsable, et donc qui viennent et qui disent, bah voilà, moi, je voudrais t'acheter des produits responsables. Et donc là, il y a toute une démarche pédagogique qui démarre en disant d'abord on s'assure que les objectifs sont bien les mêmes entre eux et nous. Ce n'est pas toujours le cas. C'est de dire s'assurer que le client s'engage avec nous à atteindre ses objectifs. Et puis on va essayer de le faire avancer petit à petit en faisant des décalages qui sont des petits décalages par rapport à une offre traditionnelle. Par exemple, chez Flexing, ce qu'on va proposer, c'est de dire, mais plutôt que d'imprimer la totalité, on va te proposer de démarrer par un premier tirage. Et avec ce premier tirage, une fois qu'on l'aura fait, on va questionner l'usage que tu as fait du document et on va voir s'il était bien conforme à tes attentes et si on peut l'améliorer ou non. Et déjà, ce premier décalage, il est extrêmement important à la fois pour le client, mais aussi pour le métier du commercial. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une promesse à tenir. Il y a un objectif à atteindre, il y a une performance à atteindre. Et donc, le commercial, quand il fait la promesse, il est celui qui connaît le mieux le client, celui qui connaît le mieux l'atelier. Il est aussi celui qui est le garant, en fait, du parcours de chacun dans l'acte d'achat. Et en fait, il est régulièrement présent auprès du client. Il est présent auprès du client, il est aussi présent auprès de l'atelier pour récolter, partager des informations, les faire vivre, aller chercher de l'échange d'informations de manière beaucoup plus active que l'est un commercial finalement traditionnel. Et donc, il y a le métier de commercial et le métier de fabricant, par exemple, de l'atelier chez Flexink,
qui finalement se retrouvent bien plus imbriqués qu'ils ne l'étaient avant. C'est-à-dire que on se rend compte que le commercial vient un petit peu intervenir dans la prod pour savoir, je ne sais pas moi, s'il y a des éléments particuliers à regarder, que le client, par exemple, que le client aurait souligné dans un premier rendez-vous. Et il y a aussi en fait des informations commerciales qui sont détenues uniquement par les gens de l'atelier. Je vais vous donner un exemple. Je ne vois pas passer la totalité des commandes de tous mes clients. Par contre, les gens qui sont à l'atelier les voient et ils détiennent un certain nombre d'informations du coup, que je n'ai pas et qui est intéressant de savoir. Et donc, il y a toute une partie d'échange avec l'atelier autour du travail qui a été fait, le travail d'impression, qui relèvent aussi du commercial finalement, qui sont utiles finalement pour quand je vais retourner voir le client pour lui dire, bah voilà, à l'impression, ça s'est bien passé, on a noté tel sujet, et on va pouvoir le remettre en discussion avec le client. Il y a ce qu'on appelle l'effet, la réflexivité, qu'on appelle nous dans le groupe commercial l'effet poulet rôti, qui est de dire en fait, on fait un premier travail et ensuite on vient avec le client regarder la performance et regarder le résultat pour en fait continuer la relation commerciale et continuer à améliorer la performance du document et donc à tenir la promesse de départ. Je crois que c'est déjà pas mal là. Est-ce que tu as un exemple récent d'une relation client où tu as réussi où il s'est passé quelque chose d'intéressant pour toi dans cette nouvelle orientation? Récent, oui. Bah, du coup, il y en a un qui date de ce matin, qui est intéressant parce que on est vraiment uniquement dans la partie commerciale pour le moment. C'est-à-dire que j'ai un client qui m'a appelé pour réaliser 3 catalogues à 2000 exemplaires chacun. C'était la commande de base. Ils m'ont appelé puisque ils avaient entendu parler de moi, ils savaient que j'étais un imprimeur, entre guillemets, responsable. C'est comme ça qu'il a été dit. Et on a fait une première partie du travail où je leur ai proposé en fait d'utiliser les crédits d'impression pour pouvoir économiser des documents. Et voilà. Sauf que le client m'a dit finalement, ça ne m'intéresse pas. Je pense que je vais tout utiliser d'un coup parce que j'ai beaucoup de clients. Je ne suis pas sûr d'avoir besoin de revenir sur le document. A priori, je vais imprimer les 2000 d'un coup, je suis sûr de moi. Et donc, en fait, moi, je lui ai fait, sachant que le client demandait ça et qu'il refusait un peu ce que je lui proposais chez Flexink, on a un système qui est de dire, bah, si c'est vraiment ce que le client veut faire, alors on lui propose et on peut lui vendre. C'est un début d'accompagnement. Ce qu'il y a, c'est que mon atelier n'est pas très performant pour produire en quantité si importante. Et donc, le client est parti avec un autre imprimeur sans que je puisse rien faire. Donc, j'ai perdu la première affaire. Et ce client-là est revenu vers moi en disant, eh ben, on a un 4e catalogue à imprimer, mais celui-là, on veut l'imprimer de manière responsable. Et du coup, je re-questionne en me disant, bah, en fait, pourquoi celui-là, vous voulez le faire de manière responsable alors que les 3 premiers, c'est perdu? Et en fait, la cliente m'explique que finalement, ils ont reçu les catalogues, les premiers catalogues, qu'ils les ont reçus au début du mois de mars, donc c'est il y a 10 jours. Et en fait, il y a déjà des erreurs. Il y a déjà des prix qui ont changé et il y a déjà des produits qui ont disparu et des nouveaux produits qui sont apparus. Entre le moment où ils ont passé la commande, c'est-à-dire à peu près mi-février et maintenant, donc, il y a déjà des erreurs. Et donc, en discutant avec la cliente, on a déjà un premier travail en fait, de réflexivité autour de la commande qu'elle n'a pas passée chez moi. Mais n'empêche qu'elle était là et j'étais présent au début, donc je la connais. Et donc, je discute avec elle pour comprendre bien ce qui se passe. Et elle est vraiment… Ce problème-là, du coup, est très présent chez elle. Et elle me dit, mais non, je veux travailler avec Flexink sur un projet d'impression. Et donc, mais elle me dit, mais le prix unitaire est trop cher. Mon prix unitaire est trop cher parce qu'il est forcément plus élevé que le prix unitaire qu'elle avait avant en imprimant 2000 exemplaires d'un coup.
Donc, je discute avec elle de ce qu'est le prix unitaire et je lui pose la question de savoir combien est-ce que tu en as consommé la première fois. Enfin, là, depuis que tu as utilisé les documents, parce que tu devais tout utiliser d'un coup, de combien tu en as utilisé? Je m'attendais à une réponse de l'ordre de 1200, 1300, puisque c'était un peu le schéma sur lequel on était parti. Et en fait, elle me dit non, j'ai utilisé 200 exemplaires de chaque. Ça veut dire qu'il y a 3 fois 1800 exemplaires qui sont déjà caducs. À ce moment-là, j'ai l'occasion de lui dire, à ton avis, combien tu vas en utiliser encore dans ce stock-là, sachant qu'elle a déjà moins envie de les utiliser. Il y a déjà des erreurs. Et on a estimé que si elle arrivait à consommer 1000 exemplaires, c'était déjà pas mal. Et finalement, en prix unitaire, si je prends ce qu'elle avait payé pour 2000 exemplaires, si on le ramène au prix unitaire d'un document réellement utilisé et réellement utile, alors son document était déjà 25% plus cher que le prix que je lui avais remis. Et là, on parle juste en fait d'un prix de production sans parler de la valeur d'usage. Et j'ai commencé du coup avec elle à lui dire, si c'était chez Flexing, voilà ce qu'on pourrait mobiliser comme outil, c'est-à-dire du travail autour avec les commerciaux, enfin, et pas mal de choses qu'on peut faire avec eux pour accompagner la performance du document. Merci beaucoup, Julien. Merci. Du coup, Romain, peut-être je te passe la parole parce que tu accompagnes aussi de manière plus personnelle Julien dans sa trajectoire. Du coup, qu'est-ce que tu peux dire déjà dans la manière aussi dont vous travaillez tous les deux et comment tu essaies de tenir ce lien entre la question du modèle économique de l'entreprise et la question aussi des nouvelles pratiques commerciales que vous explorez ensemble avec Julien? Ouais, merci, bonsoir à tous. Bonjour à tous. Avec le décalage, effectivement, on n'est pas exactement à la même heure. Alors peut-être déjà sur l'accompagnement de Julien, en fait, on a expérimenté quelque chose parce que c'est pas un dispositif qu'on avait sur étagère, l'accompagnement avec Julien, c'était de partir aussi de situations très concrètes, des contrats en cours de discussion qu'avait Julien, à partir de son travail de commercial, les rencontres qu'il pouvait avoir avec des prospects, de regarder du coup comment on fait une analyse à deux quelque part du travail. Alors il y en a une qui est faite en direct par Julien auprès des entreprises clientes. Et puis ensuite, on a une discussion tous les deux et mon travail, c'est plutôt de l'aider à tirer le fil de en quoi ce qui est en train de se discuter avec un client particulier, ça fait écho avec finalement les enjeux stratégiques de son modèle économique. Comment il y a des questions dans n'importe quel petit cas client, alors des fois c'est des gros cas clients aussi, mais comment on trouve dans ces cas clients en fait des vraies interrogations sur la logique d'ensemble de Flexing et avec un point qui nous permet aussi d'aller plus loin dans la compréhension de ce qui est jouable, pas jouable, de ce qui est difficile, de ce qui l'est moins, de ce qui est aussi possible dans le cadre de l'outil de production de Flexing, de l'organisation du travail de Flexing. Parce que le but, c'est pas de rêver, c'est aussi d'imaginer des solutions, des formes de contractualisation, des formes de traduction de la proposition de valeur de Flexing qui soient opérationnelles. C'est-à-dire l'enjeu, c'est qu'une fois qu'on a eu l'échange, Julien puisse retourner la prochaine fois auprès de son client avec une proposition, des documents formalisés. Et on a eu énormément d'échanges, alors avec aussi des essais de présentation, des essais d'argumentaire, de formes d'organisation aussi de ces documents auprès de ses clients qui sont un peu des expérimentations continues. Et puis, ce qu'on fait, c'est quand il y a des trucs qui fonctionnent ou qui font un peu mouche, on essaie de les reprendre, de trouver le bon terme qui correspond, qui aussi permet de construire petit à petit, chemin faisant, une démarche commerciale de Flexing en phase avec l'intention stratégique de l'entreprise. Alors après, sur le lien entre le travail de commercial et de Flexing, ça me fait faire un petit pas en arrière, parce que là, on a eu Julien qui nous a présenté ses limites, enfin, les questions des limites du métier de commercial, et puis qui a ensuite incarné un peu plus son déplacement à lui. Mais en fait, ça correspond aussi, alors c'est pas par hasard, hein, parce que l'accompagnement avec Julien se fait en parallèle du groupe dont parlait tout à l'heure Sandro, et de ce travail aussi de constitution du référentiel autour du métier de commercial. Et en fait, on retrouve un point, c'est-à-dire qui est vraiment le point de départ de cette idée d'un groupe commercial, qui était une difficulté d'ailleurs que rencontrent beaucoup de dirigeants d'entreprises accompagnés à l'EFC, c'est
En fait, il y avait beaucoup de dirigeants qui revenaient en disant c'est compliqué de vendre de l'EFC, de vendre une solution EFC, de vendre des offres EFC. C'est très compliqué de vendre ça. Et en fait, on comprend le caractère compliqué parce qu'en fait, il y a une sorte d'antinomie entre l'EFC et le travail classique du commercial. Et alors, on pourrait dire même tout ce qui l'encadre, y compris les enjeux de rémunération, les formes d'organisation du travail. Tout ça est encapsulé dans quelque chose qui en fait, si j'essaie de le traduire un peu vite, passe par l'idée que d'abord, vendre de l'EFC, ça voudrait dire... la première question d'ailleurs qu'on nous a posée dans le groupe d'accompagnement, c'était c'est quoi le bon argumentaire pour vendre l'EFC? Parce que c'est vraiment l'outil du commercial. C'est qu'est-ce que j'ai dans le catalogue? Donc comment on construit une belle offre EFC? Alors en général, les offres EFC, comme c'est des offres intégrées, vous savez, il y a plein de services, plein de mobilisation de moyens, et donc ça fait des super offres EFC. Mais alors qui coûtent très très cher, parce que du coup tous ces moyens, tous ces services qu'on anticipe, il gonfle la note. Vous voyez que le gars qui veut juste des flyers, à qui Julien répond, on va faire du projet d'impression, il y a des chances que ce soit un peu plus compliqué que juste de répondre à la demande. Donc ça, c'est un premier point. Donc on nous dit, il faut qu'on nous aide à convaincre. Donc c'est quoi les bons arguments, les arguments percutants? Ensuite, il y avait un autre aspect assez antinomique avec l'EFC, c'est en gros, il faut définir l'offre à l'avance, et puis on oublie finalement le C de l'EFC. Il n'y a plus de coopération. Je sais que j'ai la bonne offre, je l'ai définie, je me suis creusé la tête pour faire une belle offre EFC. Mon client, il va pas se mettre à me dire qu'il n'en a pas besoin. Normalement, il devrait en avoir besoin puisque je l'ai bien réfléchi. Qui est une logique qui, en fait, fait une négation de la coopération. C'est-à-dire, on n'a pas de coopération dans ce cas-là. Le dernier point que je vais reprendre là, c'est aussi cette logique d'un travail du commercial qui est réduit à pousser de la proposition de valeur. Et qui est en fait un travail qui n'a aucune valeur, c'est-à-dire qui n'est pas rémunéré, souvent c'est gratuit, c'est vu comme un mal nécessaire, et ce qu'on surveille, c'est ce qu'on appelle le taux de transformation, c'est-à-dire combien de fois on se plante et combien de fois on arrive à rentrer un client. Et en fonction des marchés, on va se dire, si j'arrive à en faire 1 sur 3, c'est pas mal. Il y en a d'autres, c'est 2 sur 10. Puis il y a d'autres secteurs où on va dire, ah non, moi je suis à 8 sur 10, en dessous je me poserai des questions. Mais à côté, où le travail du commercial, c'est une sorte d'investissement un peu à perte, où on se dit finalement, ça produit rien d'autre que ce que disait Julien d'ailleurs, cette division du travail, c'est le fait que de temps en temps, ça alimente un outil de production qui lui va pouvoir créer de la valeur. Et donc, quand on a vu un peu ce panel-là, on voit que quand on essaye de construire quelque chose de serviciel, il y a plein de choses qui ne sont plus tenables. L'idée d'une offre qu'on aurait à l'avance, qui veut à la place du client, ça, on est obligé de lâcher ce truc-là pour se dire, non, nous, notre boulot, c'est de commencer à construire avec le client. Alors, on avait au départ avec Sandro une posture un peu théorique sur l'offre. On disait, il faut que l'offre, elle disparaisse. Il n'y a plus besoin d'offre, en fait. L'offre, c'est le problème. Il y a Sandro qui avait eu une phrase assez intéressante qui était de dire, le problème, c'est la solution. Parce que l'idée d'une solution qui serait très bien construite et que le client devrait absolument prendre le tout de la solution à l'avance, c'est le contraire de la coopération. Et donc, il y a ce premier truc de dire, ah non, en fait, l'offre, elle peut pas préexister complètement. Alors, on a un peu mis d'eau dans notre vin, comme on dit en France. Hein. On est arrivé avec cette idée, parce que quand même, Julien, en tant que commercial, disait, ben non, mais moi, l'offre, j'en ai quand même besoin. Faut qu'on se rencontre avec le client. Donc, effectivement, l'offre, elle devient plutôt le début de quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'on appelle une trajectoire. Et donc, l'offre, c'est juste le marchepied qui permet au client d'entrer dans la dynamique. C'est ce que disait Julien tout à l'heure. Il a besoin de démarrer le travail avec un client, même s'il n'a pas tout compris, même s'il n'a pas déjà en tête toute la solution possible. Et d'ailleurs, ça soulève une deuxième question économique ou un deuxième enjeu d'hypothèse de départ. Quand on est dans la logique d'offre qui est censée englober toute la réponse à un besoin, on fait comme si le client, il avait la capacité lui-même à déterminer précisément tout son besoin. Alors que les clients, la cliente dont vient de parler Julien, elle ne sait pas à l'avance son besoin. Sinon, elle se planterait pas dans ses achats de catalogue. Elle n'aurait pas cet écart-là. Et elle a cet écart-là parce qu'elle ne s'est pas posé la question de l'usage. Parce qu'en fait, elle ne sait pas penser comme un professionnel de l'impression son travail. Sinon, elle n'aurait pas besoin du professionnel de l'impression. En fait, il y a un truc qui n'est pas assumé, on va dire, dans le modèle très classique, c'est une asymétrie entre le commercial, qui a ce que disait Julien tout à l'heure, une connaissance de l'outil de production,
qui a aussi des questions précises, techniques, qui est son métier. Ce qu'on a appelé d'ailleurs dans le référentiel le besoin de fonder une autorité professionnelle. Si je fais appel à Julien pour gérer mes projets d'impression, c'est pas juste parce que j'ai pas le temps de m'en occuper. C'est parce que s'en occuper, c'est un métier particulier et c'est celui de Flexink. C'est pas celui de mon entreprise. Et donc ça, c'est un autre point important, c'est que dans le métier de commercial, dans le référentiel, on voit bien que la posture du commercial, c'est pas juste quelqu'un qui pousse une solution qui préexisterait. C'est quelqu'un qui, comme il a une autorité professionnelle particulière et reconnue, peut engager avec le client une démarche de progression, y compris du client. Et donc ça, c'est un point qu'on a repéré et qu'on a assez vite mis au travail. Ensuite, il y a cette question de ce que produit le travail du commercial, parce qu'il a une production qui n'est pas juste le fait de mettre des trucs dans les tuyaux. Parce qu'en fait, c'est toute cette question autour de la pédagogie, notamment sur lequel est revenu tout à l'heure Julien, c'est-à-dire aussi d'aider le client à progresser et en fait à s'engager dans une posture de coopération, à être capable de contribuer à la solution. Si Julien, il veut que les gens ne gaspillent pas et qu'en même temps les gens ils sont incapables de savoir les usages de ce qu'ils produisent, enfin de ce qu'ils demandent, il y a des chances que finalement ils n'arrivent pas à les aider dans leur progression. Et donc il a besoin quelque part que les clients ils s'engagent aussi à travers ça et qu'ils se mettent eux-mêmes au travail. Et cette mise au travail, c'est ce qui va rendre plus pertinent ce qui sera in fine produit par l'appareil productif très matériel de Flexink, c'est-à-dire les supports de prod, les supports de communication, les catalogues, etc. Mais donc, la condition pour que le travail soit pertinent du côté de la production, si on reprend cette dichotomie-là, elle se joue en grande partie du côté du commercial. Et c'est là où on retrouve une intégration de ces deux métiers et pas juste une séparation avec un travail sans valeur dans une sorte de fonction de support qui est d'ailleurs un centre de coût qu'on essaye de réduire, où on se dit peut-être que faire du phoning, ça suffit, peut-être que aller très vite, on limite le temps du commercial. Et c'est là où on lui met des primes à la transformation, des primes au nombre de contrats qu'il arrive à signer, et y compris dans une tension avec la réalisation. C'est-à-dire, il a intérêt, lui, à faire des promesses qui brillent beaucoup, quitte à ce que ça mette en difficulté derrière la prod, qui, elle, va devoir les assumer. Donc, cette tension-là, on voit bien qu'elle est réinvestie à travers cette question du métier de commercial qui doit se préoccuper de la capacité de coopération aussi du client. Autre aspect, je pense, qui est très important dans ce qu'on a commencé à travailler aussi dans ce groupe-là au démarrage, c'est cette question de, finalement, le client, c'est un peu le pendant de l'autorité professionnelle. Le client, il sait pas ce qu'il veut. Et donc, c'est là où on peut pas tout de suite répondre à une sorte d'hypothèse d'un besoin qu'on aurait identifié en chambre tout seul et en réfléchissant beaucoup, parce que les dirigeants dont on parle, ils ont passé 18 mois à penser leur modèle économique, à retravailler les offres potentielles, etc. Mais il n'empêche que les demandes qui s'adressent à eux, elles sortent du cadre de leurs attendus. Les demandes qui s'adressent à Julien, c'est pas que des choses qui sont de l'ordre du métier de Julien seulement et précisément. C'est pas juste des qualités de papier, des délais, des choses maîtrisées. Il y a aussi des moments où c'est ah oui, mais moi, je sais pas ce qu'ils font mes commerciaux. Mais Julien, il s'imaginait pas devoir faire des ateliers avec des commerciaux pour essayer de comprendre ce que font les commerciaux, comment ils utilisent les documents, et y compris d'ailleurs avec un truc des fois où on prend un peu à défaut le client qui vient toujours avec une posture de si on sait, on utilise tout, etc. Et puis finalement se met à avouer à moitié honteux. Non, bon, c'est vrai, on achetait quelques exemplaires la dernière fois, ou oui, on en a encore plein les armoires. C'était d'ailleurs la démarche commerciale de Julien, c'était de faire le tour des armoires, d'aller ouvrir et de découvrir que le client, il sait pas exactement, en fait. Il a un dilemme. Et c'est sur ce dilemme que peut se fonder la coopération. Et c'est là où cette question de passer d'une offre qui serait une réponse à un besoin qu'on a bien identifié, qui pousse avec un argumentaire qui fait adhérer à l'offre un client qui aurait juste demandé à être convaincu, on passe à une posture où le client, on trouve l'occasion d'une rencontre avec une offre qui ouvre juste à quelque part la boîte de Pandore, qui en fait génère des dilemmes où on dit au client, nous, on veut travailler avec vous ce dilemme, mais pas dans une posture où nous, on aurait à l'avance tous les outils qui vont bien, mais on a plutôt la capacité à vous aider à le penser. Et notre capacité de professionnel, notre autorité, elle est fondée sur le fait qu'on sait vous aider à le construire.
et y compris à le construire, pas en fonction du marché ou d'une fiction qui serait très généralisatrice, mais en fonction de votre besoin réel, de votre activité réelle, et y compris des enjeux du travail chez vous. Et donc là, de pousser aussi cette logique de petit à petit, penser cette trajectoire comme une trajectoire réellement construite en coopération, et dans laquelle le client, il a toute sa place. Et l'un des travaux du commercial, c'est d'être l'animateur, quelque part, ce que disait Julien là dans la fin de son propos, d'être l'animateur de ce travail avec le client, de construction d'une solution, qui est bien une solution qui intègre des biens et des services, avec une préoccupation, c'est que ça ne mette pas à défaut la production. C'est pour ça que la relation interne de coopération avec ceux qui vont produire les supports, elle est extrêmement importante, mais qui ne mettent pas non plus, qui ne jouent pas contre les enjeux du client. Et donc, un travail d'entremise, d'intermédiation extrêmement important du commercial. Et qui fait que c'est plus un processus qui arrive en amont et puis au moment d'un éventuel renouvellement ou pour évaluer à la fin la qualité du service, mais que ça devient une présence continue de en fait, d'une inquiétude de la part du commercial, de la qualité de cette coopération, de la qualité de ce qu'elle est capable de produire et de la progression dans une trajectoire dont on ne peut pas complètement à l'avance savoir jusqu'où elle peut nous emmener. Un dernier point, juste pour ça, c'est il arrive aussi que dans les demandes des clients, ça prenne à défaut l'autorité professionnelle seule de Julien, par exemple, et que ça convoque aussi d'autres métiers complémentaires. Julien a parlé des agences de communication, par exemple, qui sont des interfaces assez fréquentes. Mais ça veut dire que par moment, on a aussi besoin, pour bien répondre aux besoins du client que l'on identifie, de convoquer ce qu'on appelle dans l'économie de la fonctionnalité de la coopération un écosystème coopératif, c'est-à-dire d'autres métiers, avec qui on a tout intérêt à avoir élaboré des modes de fonctionnement et de coopération qui permettent aussi de se mettre à l'échelle de l'enjeu du client. C'est là où, pour conclure ce passage-là, on est dans quelque chose où le commercial ne veut pas à la place du client, et c'est pas lui qui définit tout seul le périmètre. Le commercial, il vient aider le client à définir ce qu'est finalement le besoin pertinent, on pourrait l'appeler comme ça, et aussi l'échelle pertinente de problème, et avec la possibilité de co-élaborer, du coup, le système de réponse, le système de solution qui soit pertinent et en phase avec cette échelle constituée en relation avec le client. Merci Romain. Peut-être quelques mots conclusifs avant de passer la parole à Chico et Amanda pour les questions. Peut-être comme ça, en quelques mots, les grandes lignes à partir de ces éléments que viennent d'exposer Julien et Romain, les grandes lignes du coup de ce qui se dessine comme un nouveau référentiel professionnel. Déjà, le premier élément, c'est un peu ce qu'on dit depuis le début, c'est ce déplacement professionnel au regard de la création de valeur. Je dirais qu'il y a trois grandes missions qui relèvent, nouvelles missions qui relèvent de la fonction commerciale. La première, c'est la création d'une solution intégrée. Cela relève du métier du commercial. Donc, quelque part, il est au cœur de la création de valeur dans le rapport au client. Ça déplace beaucoup la manière dont est pensée la conception dans les organisations selon le modèle industriel. C'est-à-dire que la question de la conception de la solution intégrée, et qui n'est pas qu'une conception, mais c'est vraiment une conception qui n'est pas juste un instant T, mais une conception suivie dans le temps, donc qui est suivie par des ajustements en rapport avec le réel, qui est suivie aussi par des étapes d'évaluation, et des évaluations qui permettent, par ce mécanisme de réflexivité, de reconsidérer les éléments de conception. Donc la solution intégrée, donc la question de la création et de la conception de la valeur relève de la fonction commerciale. Deuxième élément important, c'est le pilotage de la coopération à l'articulation entre la coopération avec le client et la coopération plutôt interne avec les métiers, on peut dire techniques, technico-administratifs de la production telle qu'on l'entend habituellement, c'est-à-dire la production des différentes composantes de la solution intégrée. Donc c'est très important et c'est là où on voit aussi le lien très, très intime entre le commercial et le management. C'est vraiment un couple, un accouplage qui est très important à tenir
dans cette manière d'articuler ce que le commercial co-construit avec le client dans cette relation de co-construction, de coopération, de co-élaboration avec avec le client, mais qui a besoin en même temps, et en même temps, ça veut dire dans le même espace-temps, d'être aussi en lien avec les équipes qui ensuite s'occupent de la production. Donc, vous voyez que ce n'est plus le modèle séquentiel où on pousse l'offre, où il y a un bureau d'études qui définit une offre, le commercial qui la pousse et derrière des techniciens qui produisent, mais c'est quelque chose qui a besoin d'être beaucoup plus articulé parce que la conception de la solution intégrée par le commercial a besoin d'avoir des éléments techniques. Les éléments techniques et les arbitrages techniques ont besoin d'avoir des éléments d'arbitrage commercial dans la relation client. Et donc, c'est vraiment dans cette articulation qui donne une simultanéité des différentes séquences de travail. Donc, c'est là où on sort d'un monde où la production est pensée de manière séquentielle, et donc cela un principe de la coordination et de la division technique du travail, à un modèle où on a besoin de penser la simultanéité des échanges, des arbitrages et des décisions dans la conception. Et donc, c'est aussi le rôle du commercial d'arriver à animer ce périmètre de coopération. Troisième grande orientation, c'est celle qu'ouvre à la fin Romain, c'est aussi le fait que la solution intégrée ne tient pas uniquement dans les compétences et les capacités propres à une organisation, mais qu'à un moment, dans l'exploration des besoins, des nécessités d'évolution du côté du client, de ce qui fait valeur pour le client, de ce qui fait performance d'usage, le commercial, il peut tomber aussi sur des exigences, des besoins dont il n'a pas, lui, la compétence, et dans ses équipes ou dans les équipes de son organisation d'origine n'ont pas toute la compétence. Et donc, c'est là où ça demande aussi, pour tenir la solution intégrée, d'aller chercher d'autres partenaires pour créer cet écosystème coopératif au service de la performance d'usage. Et là encore, le commercial a alors un rôle de coordinateur, de garant des conditions de cette coopération à partir de l'outillage propre du commercial. Et parmi cet outillage, du coup, qu'il s'agit aussi de re-questionner, et c'est un peu un des exercices qu'on fait aussi dans le groupe, c'est justement aussi un moment de réinterroger les outils de travail de base avec lesquels travaille le commercial, c'est-à-dire la question de l'offre que vient d'évoquer Romain. Donc, comment on conçoit une autre forme d'offre? On a toujours besoin d'avoir un premier document, une première formalisation de la proposition de valeur. Donc, quelle forme ça prend pour être une première façon de présenter les choses, mais sans que ça fige, hein? Au contraire, une offre qui, au lieu de fermer, une offre qui ouvre des possibilités, des potentiels à explorer pour aller plus loin et affiner la première formulation. Deuxième élément aussi de l'outillage, c'est la question de la contractualisation. Comment on fait évoluer la forme de contractualisation pour que le contrat soit mis au service de la coopération. Donc, ce n'est pas un contrat qui comme habituellement, qui gère essentiellement des différends. Hein, toute la construction juridique, c'est surtout d'anticiper, de se protéger par rapport à des contentions, à des désaccords et des conflits. En répartissant comme ça des imputations, des responsabilités. Or, ici, il s'agit de penser une forme de contractualisation qui, dans la définition de l'objet, du périmètre des acteurs, des engagements réciproques, de la temporalité, des jalons d'évaluation de la valeur, dans les éléments de répartition monétaire de la valeur, soutient les conditions de la coopération entre le client, les équipes de professionnels, les différents acteurs qui participent. Deux autres éléments. Un autre élément très important, c'est la question de l'évaluation, qui devient un enjeu absolument majeur dans le métier du commercial, puisque, étant donné que les éléments de valeur ne sont plus entièrement incrustés dans l'offre initiale, dans le standard et dans les éléments de catalogue, mais que la valeur, elle vit avec la vie de la relation et la vie d'une solution intégrée qui va évoluer dans le temps, alors la question de la valeur devient incertaine en cours de route. Et donc, il y a besoin de ponctuer la relation commerciale avec des temps et des dispositifs d'évaluation qui permettent
par un effet de réflexivité, c'est-à-dire par un effet de bilan de ce qui a été fait, permettent en fait de s'accorder sur les éléments de valeur qui ont été créés, sur la pertinence de ce qui a été fait, sur les dépenses qui ont été, les coûts, les efforts qui ont été engagés par les uns et les autres, afin de continuer à enrichir les conditions de la coopération dans le temps. Et dernier élément aussi qui fait partie de l'outillage un peu basique du commercial, c'est la question de la facturation, qui pose aussi des difficultés très complexes. Comment on fait évoluer la facturation? À quelle fréquence on facture? Alors que la relation, c'est une relation continue. Comment on introduit des jalons qui permettent malgré tout aussi de poser des éléments de facturation? Et on voit comment le lien avec l'évaluation est absolument essentiel. Quelles sont les unités de facturation? Qu'est-ce qu'on facture? Quelle est l'unité de facturation? Compte tenu de la complexité de la solution intégrée, compte tenu des dimensions immatérielles de la valeur, comment on arrive à traduire en éléments monétisables toute la richesse de ce qui se joue dans une relation d'accompagnement, de conseil, de recherche, de coproduction de valeur. Et ensuite, comment, à travers les différents items des unités de facturation, on fait jouer aussi un enjeu de reconnaissance du travail réel, c'est-à-dire comment, à travers l'outil et le document de la facture, on se donne aussi un moyen qui permet de rendre visibles les éléments de création de valeur réalisés par les différents professionnels qui sont engagés, de telle sorte ensuite à pouvoir le rendre visible, pouvoir le faire valoir vis-à-vis du client dans la manière de discuter ces éléments de facturation. Voilà un peu les grandes questions qui sont un peu sur le métier dans notre chantier. Mais voilà, si vous avez des questions, ça peut être aussi intéressant d'avoir vos réactions. Oui, une question, plusieurs questions, mais on va faire une chacun, d'accord? J'ai bien compris la relation avec les clients et la relation avec d'autres compétences, d'autres gens qui n'ont pas les compétences. Mais ce que vous soulignez aussi, c'est que c'est un vrai changement de ce métier par rapport à la coopération à l'intérieur de l'entreprise aussi. Ça met en jeu toute l'organisation à l'interne aussi, pas seulement avec les clients et d'autres et l'écosystème. C'est ça. Donc, les commerciaux, ils passent à avoir un rôle stratégique dans cette... On voit par les commerciaux toute l'organisation interne. C'est ça. C'est ça un des 3 points. Voilà, bon, ma question c'était, ça change complètement par rapport au modèle industriel traditionnel. C'est pas vendre la chose, c'est un rôle d'animer aussi cette coopération interne. Peut-être un élément de réponse aussi à partir de l'expérience. Tout à l'heure, je disais que la nécessité de ce travail est née aussi d'un accompagnement. Et c'était venu de l'accompagnement d'une entreprise qui aujourd'hui, on continue aussi à accompagner. Et la difficulté avait émergé d'un chef de projet, d'un métier technique, un chargé de projet d'un bureau d'études. C'est lui qui, le premier, avait tiré la sonnette d'alarme en disant « J'arrive plus à tenir mon travail, j'arrive plus à suivre, je suis débordé constamment. » C'est ce qui a provoqué comme ça, la première intervention en ergonomie d'analyse du travail pour comprendre justement avec les outils de l'ergonomie la manière dont la réorientation économique déplace les choses. Et c'est là où on s'était aperçu que le travail prescrit technicien du chef de projet prenait en fait un quart
du temps de ce chef de projet dans le bureau d'études. Donc, on entendait bien sa plainte, en fait, qui était vraiment, lui-même, il était très déstabilisé, avec un sentiment d'incompétence vécu, en disant, j'arrive plus à suivre. Je suis plus bon, en fait. J'ai perdu mes compétences, j'arrive plus à suivre. Je suis tout le temps en retard et je ne sais pas pourquoi. Et effectivement, l'analyse du travail a montré que, en termes de productivité, ses tâches techniques, il passait un quart de son temps. Okay. Mais l'analyse du travail réel, qu'est-ce que ça a montré? C'est que les 3/4 du reste du temps, il ne faisait pas rien. Ce n'était pas une perte de temps. Il passait 3/4 de son temps en relation avec tout un tas de personnes, en relation avec tous ses collègues dans l'entreprise, en relation avec les clients, en relation permanente avec l'apprenti pour tutorer l'apprenti, avec le client qui l'appelait pour essayer de débugger une panne sur la machine. Et beaucoup de temps, il le passait avec le commercial. C'est ça qui nous a conduit du coup à aller voir le commercial. Parce que pour produire un bon devis, quand l'enjeu, ce n'est pas simplement un devis qui joue sur un standard de qualité et en juge sur le prix. Ça, le commercial, il sait faire tout seul. Tenir le standard de qualité et jouer sur le prix, ça, c'est le job du commercial, il sait le faire tout seul. Mais quand l'enjeu, ce n'est plus uniquement, pas de jouer sur le prix, mais c'est de jouer sur les questions de qualité et de rendre le devis le plus pertinent aux besoins du client, avec le meilleur ajustement entre la disponibilité financière du client, avec les arbitrages sur tel ou tel module technique, en fonction des cas de figure, en fonction des ambiances, en fonction de la température, en fonction de l'installation. C'était sur des solutions d'automatisme dans l'industrie comme ça. À ce moment-là, il y avait énormément de temps qui était passé entre le commercial et le technicien pour augmenter la valeur du devis. Donc, ce n'était pas du temps perdu, ce n'était pas une perte de productivité, mais c'était la création de tout un tas de valeurs absolument essentielles du point de vue de la coopération, parce que la coopération, c'est être en relation avec les autres, mais une valeur qui était complètement masquée en dessous d'une représentation et d'une organisation formelle du travail, toujours en fait héritée d'une vision très technicienne en fait, où un technicien fait un métier technique. Et donc là, très isolé, absolument, très séparé. tout à fait. Et donc ça pose effectivement des questions redoutables, y compris pour nous, du point de vue de l'accompagnement et de la recherche. Du coup, de comment faire évoluer des formes d'organisation du travail, où on sort de la culture projet, de la culture du séquencement, de la culture de l'affectation des ressources à droite à gauche, des matrices, des trucs comme ça, pour trouver des formes d'organisation du travail qui soutiennent la coopération, c'est-à-dire qui soutiennent la capacité des personnes à se mettre en relation quand c'est pertinent, c'est-à-dire de manière qui n'est pas complètement anticipable, pour créer des effets utiles et en reconnaissant dans la pertinence de ce qu'ils produisent grâce à leur relation, l'essence même de cette valeur servicielle qu'on cherche à proposer aux clients. Amanda, quer colocar alguma questão? Oui, j'ai une question. Sandro a parlé sur facturation. Julien a expliqué un peu sur la chose des partages de valeurs et une référence qui apporte l'économie de fonctionnalité et de coopération. Dans cette relation de coopération, de commercial, concerne les dépenses acceptables. Donc, ce n'est plus une négociation des prix et des marges, mais un partage de valeurs. Donc, Julien, même Romain, Sandro, pouvez-vous nous parler un peu de la construction de cette dépense acceptable et que je comprenne comme extrêmement personnalisé, comme Julien a parlé, parce que vous nous avez expliqué. Donc, la question, c'est sur la construction, pas des prix, de la négociation des prix et des marges, mais la construction d'une dépense acceptable et au sein des partages de valeurs. Du coup, je réponds.
Je vais prendre l'exemple, je vais continuer avec l'exemple du client de ce matin, parce qu'à un moment donné, on a touché ce qui, à mon avis, était une dépense acceptable. C'est dire, en fait, tout à l'heure, je vous disais que finalement, mon prix unitaire était plus élevé que sur ce qu'elle avait l'habitude d'acheter. Et donc, ma cliente avait une inquiétude en disant, mais attention, si jamais je commande 2000 exemplaires de la brochure au même prix unitaire, alors ça va faire exploser mon budget. À ce moment-là, je lui dis, mais en fait, comme on imprime au fur et à mesure et qu'on va mesurer la performance, on peut aussi encadrer le projet en disant, voilà le minimum que je dois mettre. Donc moi, je lui avais demandé de s'engager un minimum sur un budget d'accompagnement. Et en fait, elle avait, elle, un maximum en tête qui était ce qu'elle a l'habitude de dépenser finalement. Et en posant ce cadre-là, sans forcément aller voir la cliente et lui dire « mais combien tu as besoin ?» Parce que c'est très, très difficile à faire. Combien tu es prête à dire? C'est très, très difficile. C'est de dire est-ce qu'il faut ne pas dépasser une certaine somme dans le cadre du projet? Et à partir de là, on commence à avoir un outil qui est vraiment intéressant, qui est pas, on ne demande pas un engagement total du client, mais en fait, on commence à encadrer les dépenses. Et en fait, ça rassure tout le monde et on peut commencer à travailler. On sait quelle marge de manœuvre on a, sachant que tout est rediscuté continuellement. Et donc, ça peut évoluer à la baisse comme à la hausse, je pense, en fonction de la performance. Ce que je trouve important, il y a un peu deux aspects sur cette question-là. Pour moi, il y en a un premier, il y a ce que vient de dire Julien, c'est-à-dire dans la coopération, les questions financières et budgétaires, elles sont pas exclues comme contraintes. Et donc, plutôt que de faire ce système où on chercherait quelque part à pousser plus loin cette contrainte du client, à essayer d'étendre son enveloppe financière, c'est de se poser la question ou de poser la question très ouvertement, comme là l'a fait Julien, de se rassurer, d'assurer qu'on va aussi prendre en compte la contrainte budgétaire. Le but, c'est pas de mettre en difficulté financièrement le client. Et que cette question, elle fasse partie du sujet, ça me semble important. Après, il y a un deuxième point qui me semble aussi important, c'est que c'est pas qu'un problème de volume de l'enveloppe, c'est aussi le problème du contenu. Et c'était le début de l'exemple de Julien tout à l'heure. Je pense que c'est un des trucs auxquels s'affrontent les commerciaux dans le FC et dans le changement de démarche, c'est que les acheteurs, ils ont l'habitude de penser une manière de l'économie, au sens de ce qui fait pour eux un gain, qui n'est pas en phase avec ce qu'on raconte là. La cliente qui dit moi je me base sur le prix unitaire, quelque part, elle fait comme si c'était pas un problème d'usage. Et ça, c'est une vraie question. Oui, mais c'est quoi le contenu? Il y a beaucoup de dirigeants de l'UFC d'ailleurs engagés qui ont cette réflexion eux-mêmes comme acheteurs, qui disent moi maintenant j'ai plus les moyens d'acheter pas cher. Ils ont cette expression parce qu'ils voient bien que derrière le pas cher unitaire, finalement, il y a des coûts qui apparaissent à droite à gauche. Et en fait, c'est ça qui est aussi à transmettre quelque part aux clients. Et avec un déplacement, c'est comment on discute du contenu. Avant de rentrer dans les questions budgétaires, qui ne sont que des éléments de contrainte, si je tire un peu le trait, c'est qui sont des éléments de contrainte dont on va forcément prendre en compte parce que le client, il va pas, s'il a un budget de 40 000, il va pas dépenser 70 000 derrière. Et donc, il faut le savoir, cette question-là. Et il y a un deuxième point qui est vraiment, discutons du contenu. Dans les éléments qu'on a travaillé avec Julien, l'un des premiers qu'on a travaillé, c'est les devis. Et un devis d'imprimeur classique, d'habitude, il y a il y a une quantité, un prix global et en fait un prix unitaire qui donne un prix global. Et donc, ce que regarde le client, c'est quelle quantité, quel prix unitaire, et il va comparer ça. Et bien sûr, il compare la masse globale avec son budget. Et tout le travail du commercial, c'est de savoir jusqu'où il peut aller là-dedans et jusqu'où vont aller les concurrents pour essayer de se positionner par rapport à eux. Une des premières innovations qu'a fait Julien sur ces devis, c'est de dire, voilà votre demande. Ce que vous voulez, c'est faire ça. Et le faire ça, c'est pas X milliers d'exemplaires ou X exemplaires avec telle qualité. Le faire ça, c'est, vous voulez un document commercial à remettre à vos équipes qui est censé dire tel truc et qui va prendre la forme d'un livret, d'un flyer, d'un truc. Voilà.
Derrière, c'est de mon point de vue, il y avait une case qui s'appelle l'œil de Flexing. De mon point de vue, voilà les questions qui vont se poser. Et les questions qui vont se poser, c'est pas quel choix de papier ou quelle quantité. Les questions qui vont se poser, c'est est-ce que vous êtes bien sûr que vos commerciaux, ils utilisent ce truc-là dans leur visite? Est-ce que vous allez l'utiliser dans des salons? Est-ce que vous allez l'utiliser longtemps? Ça, c'est une nouvelle question qu'a rajouté Julien, c'est-à-dire pour combien de temps vous en avez besoin? D'habitude, on fait comme si on achète et au moment où on achète, ça fait tout le temps l'usage du document. Alors, on voit que c'est pas vrai parce que là, sa client, en l'espace de quelques semaines, c'était déjà foutu. Mais donc, de montrer, en fait, de commencer à instiller des questions qui posent, en fait, le contenu de ce sur quoi on est en train de contractualiser. Et après, il y a la question de la proposition commerciale. Alors, il y avait des astuces qu'utilisait Julien. Il disait, si je vous réponds comme un imprimeur classique, voilà ce que ça donne. Prix, quantité avec un prix. Voilà, compétitif, voilà. Si maintenant vous voulez que je vous réponde de manière pertinente, voilà ce que ça donne. Et là, on discute d'un contenu qui n'est plus le nombre d'exemplaires, etc. Et qui pour autant n'escamote pas la question de la dépense acceptable ou plutôt de la contrainte budgétaire du client. Merci, c'est parfait. Bon, écoute, on peut passer plusieurs heures en train de discuter là, c'est super intéressant, quoi. Mais on va laisser pour une prochaine fois. Et je vous remercie beaucoup, tous les trois, Sandro, Romain, Julien. Et à la prochaine fois, on fait ici à Rio. Volontiers. On attend que ça. Ouais, j'attends que ça aussi, moi. Il faut attendre le Covid passer. Avec plaisir. On va être encore plus impatient que le Covid soit passé, du coup. Ah ouais, ouais. On va le pousser. On va peut-être se mettre sur la recherche pour un vaccin ou un truc là, parce que. Oui, oui, non, il y a déjà des vaccins. Il manque la production de la vaccin, je crois. Ouais, au fond, dans Artemis, on peut peut-être faire ça, à la salle du fond. OK. Écoute, Ouais, merci beaucoup. Mais je parle sérieusement. Il y a des et je crois, Sandro, qu'on doit, d'ici quelques temps, reprendre cette question et des évolutions sur cette question. Parce que c'est vraiment très intéressant, quoi. Et ça serait bien aussi, je ne sais pas, est-ce que vous avez des retours des vidéos? Est-ce que les gens vous envoient des commentaires ou des questions? Oui, bon, on utilise des façons. Dans un forum, oui, reposez bien. Demain, c'est bien, c'est vendredi, le jour international de la bière. Ah, parfait ça. C'est bon pour moi. C'est magnifique. Merci Sandro, Bon. Romain, Julien. Salut, à bientôt. Ciao. À bientôt. Ciao, ciao. Bonne soirée. Voilà.